Peuple azosenga nini? Unwa kudia kufuata bana batanga kape bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini? Unwa kudia kufuata bana batanga kape bazwaka soin soki babeli. Peuple souverain. Peuple souverain, votre émission produite par le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, présentée par le père Emmanuel Bouya du secteur recherche et animation sociopolitique, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, bienvenue à notre émission Peuple Souverain, une émission du CEPAS, Centre d'études pour l'action sociale. Rappelons que Peuple Souverain est une émission essentiellement consacrée à la participation citoyenne et le CEPAS est un centre d'études tenu par les pères jésuites de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anticipation. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, on dit souvent en français que gouverner c'est prévoir. Et dans la vie, pour réussir, il faut s'asseoir, penser et planifier à court terme, à moyen terme et à long terme. Le succès dans la vie, aussi bien que dans le monde scientifique, tout comme dans le monde économique, est souvent le résultat d'une longue préparation, d'un travail assidu et d'une volonté d'amélioration. Dans ces processus, on apprend à corriger les erreurs, mais surtout à anticiper les conséquences, les imprévus, tout comme aussi les impondérables. Très souvent, nous agissons sous les coups de l'émotion, dans la fureur du sentiment, la colère, l'indignation, la protestation. Le combat pour l'alternance politique est devenu en RDC un cirque des hommes liges, sans aucune stratégie et sans capacité de mobilisation durable. On vit au quotidien, au jour le jour. On navigue à vue. Et au sein des partis politiques, les présidents candidats sont déjà connus bien avant le congrès du parti. Les marches sont réprimées bien avant même de connaître l'alternative pouvant sauver l'intention signifiante de la démarche. Quelle est la position économique de la RDC en 2025? Quelle sera cette position? Quelle sera la puissance démographique du Congo dans les prochains quarts de siècle? Et bien d'autres questions qui nous assignent à réfléchir sur un avenir bien pensé et stratégiquement construit au diapason des ambitions et des attentes de la population congolaise. L'anticipation, c'est donc le maître mot. Pour en discuter, nous avons l'insigne honneur de recevoir dans notre studio le politologue Christian Moleka, directeur de la dynamique politique au Congo et chercheur à l'université de Kinshasa. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, Père Emmanuel. Je me suis trompé, c'est pas Patrick, c'est plutôt Christian. Merci beaucoup pour votre disponibilité à notre émission. Voici la première question en rapport avec cette problématique essentielle sur l'anticipation. L'eau, comme vous le savez, est devenue une denrée rare, ou deviendra davantage une denrée rare dans les 50 prochaines années. Déjà au Tchad, ils sont confrontés à cette pénurie. Et le gouvernement tchadien pince sans rire, n'a pas trouvé de meilleure solution que de planifier à détourner le fleuve Congo vers le Tchad. La réaction du gouvernement congolais semble encore incertaine et ambiguë. Et la position de la population congolaise est davantage plus floue faute d'informations. Dans le cadre de cette pensée anticipatrice, que faut-il faire pour que nous ne soyons pas pris de court devant des faits accomplis qui nous échappent? Merci beaucoup mon père pour cette question. J'aimerais avant de répondre, de poser un principe important ou un contexte important d'explication. C'est le concept du mot minerai stratégique, parce qu'on parle de stratégie. Je voudrais signifier que ce concept est né pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1918-1919. Les États-Unis, particulièrement, ont remarqué qu'il y avait un certain nombre de produits indispensables à la défense qui étaient devenus rares. Et donc, les services des armées ont produit une liste des produits qu'ils ont jugés stratégiques à l'industrie de la défense et qui se trouvaient en dehors du territoire national. Et donc, c'est à partir de là qu'est né le concept de minerai stratégique. Parce que le service des armées ont identifié, c'était je crois à l'époque 26 ou 29 produits, qui se trouvaient en dehors
des États-Unis et pour lesquels il fallait identifier, localiser ces produits, identifier les moyens d'acheminement et d'approvisionnement, mettre en place des politiques stratégiques d'occupation de ces zones-là pour garantir l'approvisionnement des États-Unis. Donc la pensée anticipative des minerais stratégiques est née là, par la volonté des services des armées des États-Unis à prévoir la rareté de certains produits et comment, face à cette rareté, mettre en place des politiques d'approvisionnement pour permettre à l'économie américaine d'exister. Aujourd'hui, tout le monde a développé cette pensée stratégique, cette pensée géopolitique autour de minerais, et c'est le cas pour le cas du Tchad aujourd'hui. Eh bien, le Tchad est un pays qui, dans l'espace sahélien, donc désertique, dont le lac est en train de s'amincir de jour en jour. Et pour ces pays de la zone sahélienne, la solution à l'amincissement ou à la disparition du lac Tchad, c'est un transbordement du fleuve Congo au travers d'un vieux projet qu'on appelle le projet Transaqua. C'est-à-dire détourner de l'eau à partir de l'Ubangi-Chari, de l'équateur, pour mettre en place des aqueducs qui vont renflouer de manière régulière le lac Tchad pour éviter que ce lac disparaisse, parce qu'avec cette disparition-là, c'est le désert parfait, et donc c'est la fin de la civilisation qui tourne autour de l'eau. Maintenant, où est la place de l'anticipation au niveau des Congolais? C'est que le dossier Transaqua existe depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas un projet neuf, c'est un projet ancien. On en a toujours parlé, mais au niveau du Congo, très peu de Congolais ont étudié les conséquences du projet Transaqua sur notre pays, notamment sur le barrage d'Inga. Parce que nous avons des barrages qui se trouvent en aval du fleuve, et donc toute tentative de transbordement auront de l'incidence sur les barrages. Nous avons un grand projet pour l'Afrique, qui est le projet du Grand Inga, qui peut alimenter tous les continents africains, et qui est porté y compris par le Banque africain de développement. Mais très peu d'analyses anticipatives ont été faites dans notre pays sur les conséquences du transbordement de l'Ubangi-Chari sur le Grand Inga. Aujourd'hui, on parle de la tourbière au niveau de notre fleuve entre nous et les Brazzaville. Très peu d'analyses sont faites. On a parlé pendant un temps de notre faune au niveau de Mwanda. Très peu d'analyses sont faites sur les conséquences écologiques de ces transbordements. Et donc, si nous voulons anticiper, il nous faut déjà à ce moment étudier les conséquences de ces choix, les risques qu'ils impliquent tant pour le Congo que pour l'Afrique, et alerter tout le continent sur la menace que peut constituer une telle expérience. Et donc, à vous entendre parler, on ne doit même pas penser à une espèce d'anticipation, c'est-à-dire carrément non, nous n'allons pas accepter ce transport de l'eau vers le Tchad. Parce que les conséquences sont dramatiques, non seulement écologiques, mais aussi pour la population et pour l'économie du pays. Mais lorsque nous disons que nous ne le ferons pas, nous remplaçons par quoi? Parce que il y a une démarche, il y a une démarche qui a commencé sans nous. Il y a une démarche qui est pensée sans nous. Parce que lorsque les pays se sont réunis à Abuja, le Congo n'était même pas présent. Une démarche qui est pensée sans nous. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est convaincre nos partenaires, nos amis africains, sur la menace que représente la démarche, et éventuellement proposer d'autres solutions de rechange qui tiennent en compte. Je vois votre téléphone là-bas. Je fais le projet vraiment de m'en accaparer parce que j'ai besoin de communiquer avec mes frères. Et alors vous allez réfléchir sur les menaces que représenterait le fait que je puisse prendre votre téléphone. Mon téléphone, il est mien. Mais en même temps, ce téléphone, pour certains, il est patrimoine commun. Nous sommes au niveau des normes et des concepts globaux qui dirigent le monde. Aujourd'hui, de plus en plus, si vous suivez les grands débats, on a tendance à ramener au niveau, je suis au niveau global, à ramener les questions comme des questions de l'eau, comme des patrimoines universels. Or, cette définition-là nous préjudicie déjà. Non, est-ce que, quand vous avez dit « on », je suppose que c'est des individus des grandes puissances, parce qu'à un certain moment, on a voulu faire de l'Amazonie une propriété, c'est pas universelle, et les Brésiliens ont dit non, 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 ça c'est notre forêt d'abord. Et puis je ne vois pas vraiment un pays africain dire bon, maintenant que nous n'avons plus assez de pétrole, on va aller prendre le pétrole en Alaska. Parce que bon, c'est une propriété, je ne sais pas, commune. En d'autres termes, quand est-ce que vraiment un concept devient universel? Simplement parce que les grandes puissances l'exigent ainsi, ou bien il faut bien admettre le fait que chaque pays est souverain, et donc par conséquent, ce qui lui appartient, que ce soit la question de la nationalité, que ce soit la question des richesses nationales, ils ont le droit aussi d'en disposer comme il faut. La prétention à l'universalité est portée par ceux qu'on a considérés comme des empires ou des États globaux.
ce sont eux qui donnent des normes occidentales peut-être, et auxquelles normes ils donnent une prétention universelle. Et lorsque nous, des États moyens, nous édictons des normes, ce sont des normes à caractère particulier. C'est ça malheureusement l'équilibre du monde. C'est lié au rapport de force. Voilà. Ça veut simplement dire... C'est donc une injustice épistémique. Et justement, ça veut simplement dire qu'en termes de rapport de force, c'est celui qui a cette capacité d'empire qui impose les normes à vocation universelle qui s'imposent à tous. Et donc, la définition de l'eau patrimoine mondial n'est pas une définition qui part de notre compréhension de l'eau, mais de la compréhension de ceux qui se considèrent comme empire et donc maître de l'universel. J'ai beaucoup aimé les concepts stratégiques que vous avez définis là-bas, parce que maintenant il est question vraiment de la guerre, des luttes entre les peuples pour survivre. Tel que vous avez présenté la situation, si seulement on déplaçait le cours d'eau de l'Ubangui, ça aura des conséquences désastreuses pour les populations africaines. Je dis qu'il faut étudier en profondeur les conséquences et qu'à ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas d'études très approfondies sur la chose et qu'on ne peut pas prendre de telles initiatives sans en maîtriser les contours. Et c'est aux Congolais les premiers de faire de telles études pour démontrer l'inutilité de telles démarches. Mais ce ne sont pas les autres qui les font à notre place. Donc notre manière d'anticiper, c'est d'alerter déjà nous-mêmes le monde en disant, vous voyez de telles initiatives, en voici les dangers. Oui, je comprends votre prudence extrêmement scientifique, mais je voudrais simplement revenir à l'expérience empirique. Il y a la RVM. Il y a des moments où ils font des travaux de dragage pour enlever les sables. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois une baisse de cours d'eau qui fait que finalement il y a très peu. Alors, il y a très peu d'eau et donc le rendement devient faible. Vous voyez, ça c'est encore un autre niveau sans qu'il y ait encore un détournement d'eau. Et donc, si malgré le fait que cette chute d'eau fait que finalement ça a des conséquences, à combien plus forte raison lorsque vraiment les Tchadiens viendront prendre l'eau et l'amener chez eux là-bas. Et donc, même sans faire des études extrêmement pointues, on se rend compte déjà que c'est un problème. Mais ne faisons pas le focus sur le Tchad uniquement. Le projet Transaqua dépasse le Tchad. Parce que le lac Tchad est un élément en partage entre le Tchad et le Nigeria. Et que derrière cette question, il y a, semble-t-il, une volonté de régler le problème de Boko Haram, et donc une question de terrorisme. Parce que il y a des théoriciens qui laissent penser que le développement du terrorisme dans le bassin du lac Tchad est en partie lié à l'amincissement du niveau de l'eau et donc au développement de la pauvreté. Donc il y a des raccourcis intellectuels qui sont pensés. La solution, il faudra venir créer d'autres zones de sécurité. C'est pourquoi moi je pense que la première chose qu'il fallait au Congo faire, c'est anticiper, casser ces théories-là qui sont en train de justifier, entre guillemets, le développement du terrorisme en lien avec la réduction du lac Tchad. Voilà, et donc en résumé, en matière de perspective d'anticipation, qu'est-ce que la population congolaise peut faire pour ne pas être pris au dépourvu lorsque ces puissances ou ces pays finiront par comploter, venir amener leurs machines pour prendre notre eau ici? La population, en première chose, ce qu'il faudra faire, c'est l'appropriation des enjeux. Il faut comprendre et connaître les enjeux. Parce que la prise en charge, le pouvoir d'agir est lié à la connaissance. Il faut connaître pour être. Or, le grand problème des Congolais, c'est que nous ne connaissons pas les grands enjeux de notre pays. En tout cas, très peu de Congolais maîtrisent ces enjeux-là. Il faut commencer d'abord à vulgariser ces enjeux pour que les questions de géopolitique deviennent un quotidien de Congolais. Le Congo est un État géopolitiquement, qui est né dans un environnement géopolitique particulier. C'est l'un des rares pays qui est né à l'international, dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que nous sommes nés autour de contours géopolitiques. Et il faut que les Congolais, tous les Congolais, en tout cas même le Congolais, les citoyens moyens, maîtrisent tous les enjeux géopolitiques qui sont liés à l'existence même du pays. Et donc il faut un grand travail de vulgarisation. Maintenant pour les décideurs, moi je pense que le Congo a un atout. L'atout, c'est le Grand Inga. Par le Grand Inga, nous pouvons électrifier l'Afrique. Et donc nous pouvons construire des alliances avec des États africains qui sont partants pour les projets Inga et qui peuvent avec nous se mettre ensemble pour bloquer le projet Transaqua. Parce que seul, le Congo ne peut pas. Merci. Il s'agit donc de connaître les enjeux stratégiques de notre pays et surtout pour les décideurs politiques de faire alliance pour... de construire une diplomatie de l'énergie. Diplomatie de l'énergie autour du projet Grand Inga pour contrebalancer la démarche Transaqua. Magnifique. Merci beaucoup. Toujours dans la même perspective, Monsieur Christian,
L'invention des voitures électriques a rendu le cobalt plus que précieux et le prix de ces minéraux a augmenté de plusieurs pourcents. La RDC, comme on le sait, contient près de la moitié des réserves mondiales de ces produits tant recherchés. Que faire encore pour que nous ne soyons pas encore l'objet de la convoitise de ces puissances qui semblent définir les concepts adéquats pour accepter ce qui est bon, ce qu'il faut partager, ce qu'il ne faut pas partager? Bon, nous serons toujours au cœur de la convoitise. Nous ne saurons jamais empêcher la convoitise des autres. C'est pratiquement impossible. Par contre, non, là où... Pourquoi pas impossible? Pourquoi on ne va pas convoiter le pétrole d'Alaska des Américains? On convoite. Les problèmes sur le rapport de force. C'est comme si j'ai la plus belle femme du monde. Lorsque je me promène avec, tout le monde me regarde. Donc je ne peux pas empêcher les intentions. Mais par contre, je peux empêcher que les intentions deviennent, se matérialisent. En mettant en place un mécanisme de rapport de force qui fait en sorte que les intentions peuvent mourir avant même de se concrétiser. Maintenant, concernant le dossier du cobalt. Pour une énième fois, le Congo se retrouve au cœur de ce qu'on peut appeler une rupture technologique. Lorsque nous étions encore haïssés à l'époque coloniale, la rupture technologique, c'était le passage de l'automotion, l'automobile. Donc nous sommes passés du transport équestre, le cheval, aux voitures automoteurs. Et l'automoteur avait besoin de pneus. C'est Dunlop avec les caoutchoucs du Congo. C'est l'histoire des mains coupées. Le Congo se retrouve à nouveau au cœur d'un grand rupture technologique qui va orienter l'économie mondiale. Nous allons à nouveau intervenir avec le cuivre pour la Deuxième Guerre mondiale, avec l'uranium. Et nous savons encore intervenir dans les années 90 avec le cobalt, le colombo-tantalite, qui intervient dans la nouvelle technologie. Pour la quatrième fois de notre histoire, nous allons nous retrouver au cœur d'une rupture technologique qui est le passage de l'énergie fossile, donc le pétrole, vers l'énergie électrique. Et ce qui est dramatique, c'est que les Congolais ne profitent même pas vraiment de cette manne. Ce qui est dramatique, c'est que nous-mêmes n'avons jamais anticipé les ruptures technologiques. Voilà. Les Congolais devaient être le premier, connaissant nos minerais, à dire dans 35 ans, la prochaine rupture sera celle-ci. Et cette rupture va nous impacter sur tel secteur. Dans 15 ans, la question sera la forêt. Voici comment nous allons être concernés par ces questions-là. Il n'y a pas chez nous des centres de recherche anticipative stratégique qui calculent et qui étudient les ruptures à venir et qui nous permettent d'anticiper l'action. Nous sommes en train de subir le changement mondial. C'est-à-dire, d'autres nous disent que dans 50 ans, ce sera l'automobile électrique qui sera au cœur du parc mondial. Et puisque le parc mondial sera l'électrique, eh bien, d'autres commencent à étudier où sont les zones d'approvisionnement, comme je l'ai dit au début, et comment accéder à ces zones d'approvisionnement. Et donc, les batailles viennent chez nous sans que nous soyons préparés, alors que d'autres ont commencé à préparer avant nous. C'est comme ça que nous retrouvons à nouveau au milieu des batailles entre les pays européens et les Chinois pour la maîtrise des cobalt. Ce sont les Chinois qui ont pris les grandes parts des cobalt avec Tegefuguri Mining. Et donc, vous pouvez, à travers ces combats-là, commencer à décrypter tous les enjeux qui se jouent en interne, qui sont en quelque sorte des transpositions des guerres internationaux dans les enjeux locaux. Et donc, tant que nous-mêmes, nous ne développerons pas cette capacité à anticiper ces guerres-là internationaux dans nos enjeux locaux, nous continuerons à subir. Nous sommes en train déjà de subir le cobalt. Et même si le gouvernement s'est ravisé en modifiant quelque peu le code minier, il n'y a nullement un travail d'anticipation. C'est-à-dire, est-ce que la cartographie minière que nous avons aujourd'hui, elle est faite par nous ou par nos partenaires? Est-ce que notre cartographie minière, est-ce que nous avons fait un effort de détection pour savoir quelles sont nos réserves? Parce que les minéraux sont limités. Quelles sont nos réserves en termes de quantité? Quelle sera notre durée d'exploitation de ces réserves-là? Et dans l'hypothèse où nous allons atteindre l'épuisement de ces réserves, par quoi nous remplaçons? Nous ne sommes pas là. Nous sommes uniquement dans le marché mondial aujourd'hui, c'est le cobalt. Puisque c'est le cobalt maintenant, parlons cobalt, cobalt, cobalt. Modifions la loi pour gagner au maximum cobalt, cobalt, cobalt. Mais qu'est-ce qu'il y aura après le cobalt? Il y a le lithium. Mais est-ce que nous sommes à ce stade en train de penser lithium? Non, nous sommes encore dans une culture de la cueillette. Nous sommes encore, voilà, exactement dans la culture de la cueillette, parce que c'est le besoin mondial qui alimente notre réaction. Le besoin mondial, c'est le cobalt, donc nous réagissons au besoin mondial. Nous n'anticipons pas le besoin mondial. Toujours dans la même perspective,
de l'effort pour anticiper. Donc, il nous faut des centres d'études prospectives, des centres où des analyses anticipatrices sont faites pour permettre à positionner la RDC dans ses combats pour les réserves stratégiques. Toujours dans la même perspective, je voudrais poser la question sur les richesses de la RDC. Tu l'as si bien dit avec les ruptures comme la technologie que tu as évoquées là. Voilà près d'un siècle que le Congo sert simplement de réserve de matières premières au profit. Hier c'était le roi Léopold, aujourd'hui ce sont les multinationales, demain on ne sait pas ce sera qui. Les Congolais n'est pas propriétaire, et même l'État congolais qui prétend être propriétaire du sol et du sous-sol n'est qu'un entremetteur entre les propriétaires des multinationales et la population. Et l'avenir ne semble pas être vraiment radieux. Et la question, la voici, c'est la même pratiquement. Que faut-il faire pour que les Congolais deviennent non pas vraiment un employé sous-qualifié, exploité, mais vraiment un réel propriétaire? Que faut-il changer maintenant? Mais je suis en train de discuter avec des politologues de l'UPEN il y a quelques jours. Nous avons un institut de pétrole et gaz. Nous n'avons pas un institut de l'eau dans ces pays. Est-ce que nous formons des gens sur les questions d'eau? Est-ce qu'il y a des centres où on réfléchit sur les enjeux de l'eau? Commençons par créer des cadres où l'on peut commencer à réfléchir sur ça. Commençons par créer de l'institut où on étudie d'abord le sol, parce que la première démarche c'est l'appropriation. Et pour s'approprier, il faut que nous étudions notre propre sol. Donc l'Institut de pétrole et gaz, les départements de géologie devraient être orientés pour que nous ayons davantage de la maîtrise de notre sol, notre propre sol. Pourquoi le Congo, 50 ans après, n'a pas de satellite qui nous permettent de faire des études géodésiques? L'Angola voisin en a. Ce n'est pas l'argent qui manque. Développons cette capacité à maîtriser d'abord notre sol pour en saisir les enjeux. Et ça passe par une volonté politique des décideurs pour mettre au cœur de notre système éducatif ces choix-là. Pourquoi nous continuons à former 2000 médecins chaque année, nous formons 1000 juristes chaque année, nous formons, je ne sais pas, des informaticiens, des économistes? Est-ce que notre système éducatif les oriente comme ça, parce que c'est un besoin réel ou parce que c'est un choix individuel des citoyens? Vous allez en polytechnique, vous allez en géologie, il y a 5 étudiants, il y a 10 étudiants, il n'y a aucune volonté d'orienter les jeunes vers ces études de compréhension du territoire national. Il faut une politique nationale d'orientation d'abord des étudiants vers ces études-là. Comment dans ces pays on n'a pas d'archéologues? Est-ce qu'on a encore des archéologues? Et bien sûr, parce qu'on a une faculté d'art. Et il y a combien d'étudiants en archéologie? Déjà, on a la faculté d'histoire. Il n'y a pas plus d'étudiants. La faculté de lettres, si elle vit aujourd'hui, c'est parce qu'on a créé communication, anglais des affaires. Les gens vont là-bas. Il faut réorienter les études vers les sciences de base, les sciences naturelles de base. Le géologie, mine, ce sont des secteurs où nous devions avoir plus de Congolais experts. Des questions de sonographie, des questions de forêt, des questions d'eau, des questions... On devait avoir plus de Congolais experts qui maîtrisent le sol et qui peuvent d'abord en parler. Mais on a plus de juristes, on a plus de médecins, on a plus d'économistes, on a plus de politologues, d'administratifs, on forme plus en plus de communicologues, mais pour aller où? Pour parler. Oui, mais à quoi ça nous sert à maîtriser notre environnement, à nous approprier notre pays? Il faut commencer par là, réorienter notre système éducatif, orienter les jeunes vers des secteurs qui nous permettent d'avoir cette maîtrise, notre sol, notre sous-sol. Et lorsque nous avons la connaissance, développer l'intelligence anticipative. Nous avons besoin de centres de recherche, de centres de discussion, d'instituts, de think tanks s'il le faut, où on développe cette capacité anticipative de l'intelligence. Merci beaucoup, M. Christian, pour cette invitation à développer ces sciences qui nous permettent de connaître nos richesses. Mais lorsque je t'entends parler, je me dis, bon, peut-être que vous êtes en train d'insister sur la raison instrumentale. Il faudrait peut-être aller plus loin pour comprendre le sol phréatique, la nappe phréatique sur laquelle, je ne sais pas, repose ces disciplines-là. Je pense à la religion un peu. Dis-moi un peu comment tu penses, je dirais peut-être pourquoi tu orientes ta façon de penser comme ceci, comme cela. Et là, je me dis que la religion RDC semble fleurir sur le sol déshumanisant de la pauvreté. Lorsqu'on regarde les pratiques religieuses de ces églises au Congo, on a comme l'impression que celui qui prie, c'est un mendiant qui implore la charité de Dieu. Et pourtant, il a les richesses dans son pays, qui les a évoquées ici. Et donc, on a comme l'impression que quand il mendie les grâces divines, il oublie de l'autre côté que Dieu lui a donné la même intelligence pour être un prométhéen qui transforme ce qu'il a reçu.
Que faire pour qu'advienne en RDC une religion qui anticipe, une manière de croire qui fait de l'homme non pas un mendiant, mais plutôt un visionnaire, un planificateur qui peut changer la situation? Mais Ou bien c'est moi qui rêve peut-être? Non, non, vous avez totalement raison. La religion, c'est nous, telle qu'elle est pensée, c'est vraiment de la boutique à... Je dirais de la boutique avec des recettes spirituelles. Oui, c'est une boîte à magie. Donc, vous jouez à la loterie divine et vous avez un miracle. Et pourtant, de mon point de vue, si on lit les Écritures, la première mission que Dieu donne à l'homme, soumettez la terre et transformez-la. C'est soumettez la terre et transmettez-la. La première chose que la région devait aider les Congolais à maîtriser, c'est le sol. Parce que c'est la première mission que Dieu donne aux hommes. Il nous donne une terre, et donc la première chose en tant que chrétien, c'est de mieux connaître notre terre, c'est de mieux l'appréhender, l'approprier, et là je réponds à l'appel divin. Mais lorsque la religion ne me permet pas, ou ne m'enseigne pas, à retourner vers la terre, mais qu'il me demande seulement de regarder vers le ciel, cette religion, de mon point de vue, désoriente l'homme. Ça devient l'opium du peuple. Il devient l'opium, puisque l'homme est d'abord placé sur cette terre pour qu'il le cultiva et le garda, avant qu'on l'appelle à aller vers le ciel. Et donc la religion doit d'abord nous amener à commencer à aller chercher le paradis sur terre, à travailler à la manifestation du paradis sur terre, à faire de ce monde d'abord le premier paradis avant de rechercher l'au-delà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde recherche l'au-delà sans chercher à transformer l'environnement qui est sien en première manifestation du paradis. Mais dans ces cas, à quoi ressemblerait cette religion qui fait de la terre un jardin à cultiver, à arroser, à changer? En quoi ce serait différent de ce que nous faisons comme pratique religieuse aujourd'hui? Mais c'est l'enseignement qui devra totalement changer. Le contenu de l'enseignement du message qui doit changer. Ramener l'homme comme créateur ou comme, je dirais, suppléant créateur, l'intendant de la création de Dieu sur terre. Et comme intendant de la création, il a de mission, une vocation terrienne d'abord à remplir, avant de rechercher cette vocation céleste qu'on nous chante tout le temps, Narokenelola. Et cette vocation terrienne de l'homme, c'est prendre en charge l'espace qu'il occupe, la maîtriser, le garder. Or, pour garder, lorsqu'on garde les troupeaux, la première chose qu'on fait, on le compte. Pour garder, il faut dénombrer, il faut connaître, il faut nommer. Autant la civilisation européenne a pu nommer les espèces, on parle d'un chien, d'un chat, d'un manguier, d'un avocatier, autant il nous faut, en tant qu'intendant créateur, nommer, identifier les espèces. Et pour nous, les espèces, c'est les minéraux du sous-sol, ce sont les arbres que nous avons, c'est les vertus de nos plantes. Il nous faut les identifier, les nommer, les maîtriser. Je dois savoir que dans telle plante, il y a telle vertu. Cette vertu me permet de soigner les malarias, ou la malaria plutôt, et avec cette vertu, je peux transformer pour avoir la quinine. Nos grands-parents connaissaient les vertus des plantes. C'est-à-dire nos grands-parents savaient identifier, nommer les plantes. Mais ce travail, nous ne le faisons plus, et il est perceptible autour de nous. La société occidentale, lorsque la technique invente quelque chose, on trouve un concept pour l'exprimer. Aujourd'hui, on dit arrobase. Est-ce qu'on peut dire arrobase dans nos langues? Comment nous approprions les concepts, même occidentaux, que nous prenons? Comment on peut dire clavier, téléphone chez nous? S'il faut aller plus loin, comment on dit chat chez nous? Comment on dit selfie chez nous? On ne s'approprie pas pour intérioriser en nous ce qui nous entoure. Et pourtant, c'est la démarche qu'on devait faire en premier. Et ça part sur un travail en profondeur de langue, d'études du sol, d'études de l'air, d'études même de peuple. Ce sont les autres qui nous disent que nous avons autant de tribus. Voilà. Et qui nous disent que nous sommes tribus. Qu'est-ce que nous disons nous-mêmes sur nous-mêmes? Ce sont les autres qui nous disent que c'est la rivière Kalamou. Lorsque vous parlez de maîtriser ce que nous avons, connaître, apprendre ces langues, j'étais en train de penser à l'éducation que la jeunesse congolaise est en train de recevoir à l'heure actuelle. Et pratiquement, cette jeunesse semble être les parents pauvres des différents gouvernements congolais de ces 10 dernières années. Son avenir semble être hypothéqué. Regardez, c'est une éducation à l'encan, c'est un pays délabré, en guerre interminable. C'est une vision, elle porte une vision vraiment étroite du pays, dépourvu de projets de société. Bref, c'est une société quelque part bloquée. Pas de réflexe d'anticipation, sans aucune stratégie pour maîtriser les temps et les événements. On vit au gré du hasard, on réagit, on n'agit pas. Je peux continuer l'analyse pour dire qu'on ne sait pas planifier, mais on subit pratiquement les désordres d'une politique de chaos, peut-être délibérément voulue. La question, la voici. Vous êtes aussi jeune, je suppose.
Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette jeunesse pour qu'elle apprenne à anticiper, pour que demain elle puisse non pas subir son destin, mais plutôt créer une destinée, voilà. Je dirais aux jeunes qu'il faut avoir un rêve de grandeur. Le Congo est né... Juste rêver. Un rêve de grandeur, j'ajoute des grandeurs. Ce qui manque aux Congolais, c'est une volonté de domination. Ça veut dire? Ça veut dire une volonté de puissance. Le Congolais et lambda n'a pas encore développé une volonté de puissance sur le monde. Mais quand vous demandez ça à la jeunesse copie souvent des modèles qu'ils voient. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas vraiment des modèles, comment peut-il imaginer un modèle de grandeur qu'il n'a jamais expérimenté? Mais lorsque je parle de jeunes, je dis, si on prend la société occidentale, qu'est-ce que les Européens ont fait? Lorsque pendant ce qu'on a appelé l'obscurantisme moyenâgeux, on a pu trouver des repères, on a recherché dans le passé profond, dans Athènes, ce qu'on a appelé la démos, on a ramené les éléments démocratiques de la Grèce antique dans le Moyen-Âge pour mettre en place ce qu'on a appelé les temps modernes. Il est possible de réinterroger notre histoire, de réinterroger notre culture et de trouver dans les passés des repères qui peuvent servir à construire un nouveau futur. Parce que l'obscurantisme d'aujourd'hui ne permet plus de penser quelque chose de nouveau. Je prends un exemple. Aujourd'hui, tout le monde tient un discours souverainiste contre l'occupation occidentale, contre cette volonté occidentale de venir nous coloniser. Eh bien, il y a dans notre culture un roi qu'on appelle Msiri, qui a incarné la résistance. Comment nous construisons, partant de notre passé historique, des repères et des modèles? Ça peut se faire. Le problème, ce sont, je dirais, les élites. Parce que le peuple a besoin d'avoir des élites qui servent à construire. Deuxièmement, lorsque l'école formelle a échoué, l'autre école, ce sont les salons. La Révolution française est autour des salons. Il nous faut créer de nouveaux cadres qui remplacent l'école formelle, c'est-à-dire l'école continue, où nous avons l'université sous l'arbre, certains appelleront université populaire, qui servent de lieu de mise à niveau populaire. Et ce mise à niveau permettra d'élever la population autour des grands enjeux, et partant de là, mettre en place cet agir qui permet d'anticiper. Voilà, bien chers auditeurs, bien chères auditrices, nous voici pratiquement à la fin de notre émission. Rappelons que nous avons parlé de l'anticipation. La participation citoyenne est le concept majeur, mais quand il faut participer dans l'espace public, dans l'arène politique, on n'y va pas vraiment en ordre désordonné. Il faut prendre le temps de réfléchir, de penser stratégiquement et pourquoi pas d'apprendre à anticiper. C'est dans cette perspective que nous avons réfléchi sur les richesses nationales de notre pays, les réserves stratégiques considérant demain des lieux de conflit. Il est très important d'y réfléchir, de les connaître et de savoir non seulement comment les exploiter, mais aussi comment les protéger et les utiliser à bon escient. Nous remercions notre invité, M. Christian Moleka, qui nous a si bien éclairé de manière si docte et si savante sur ces concepts aussi bien complexes que difficiles à approcher. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers jeunes, à la fin de notre émission, c'est une invitation pour vous, non pas seulement à utiliser les gadgets électroniques que les Blancs fabriquent, mais à apprendre non seulement à traduire les concepts selfie et autres vocabulaires exotiques, mais peut-être aussi à créer les vocabulaires, à créer une pensée développante pour le bonheur du peuple congolais. Peuple azosenga nini unwa kudia kuvata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini unwa kudia kuvata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. C'était là votre émission Peuple souverain, essentiellement consacrée à la participation citoyenne et à l'émergence d'un nouveau leadership, présenté par le père Emmanuel Bouéa, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Yahweh, Yahweh, bénis sa Yahweh, Yahweh, batelani